Le carburant révolutionnaire de la F1 va-t-il créer de gros écarts sur la grille? Pat Symonds estime que le risque existe, mais que la F1 veille au grain. Donc le prochain carburant, dans 2026, a priori, il sortira avec les nouveaux moteurs. Celui-ci sera 100% durable et même réutilisable dans les voitures de série. Pour ce faire, la densité d'énergie déployée, le niveau d'octane isomère constituant le pétrole et le flux de déploiement d'énergie seront forcément moins importants. Pat Symonds, qui chapeaute pour la F1 le développement de ce nouveau carburant, a conscience de ce défi d'importance, mais qui peut redonner une place centrale à la F1 dans la transition énergétique. Quels sont les détails et premiers contours prévus de ce nouveau règlement moteur sur le plan du carburant? D'un point de vue compétitif, il y a certaines choses que nous devons faire dans le règlement, comme mettre un niveau maximum d'octane et des choses comme ça. Mais ce que nous voulons pas faire, c'est facile. C'est dire comment ça doit être fait. Car pour moi, c'est la compétition. L'avantage du sport auto est de développer ce genre de technique et de voir ce que l'industrie peut faire si elle a les coups des franches. Nos règlements stipuleront donc clairement tout ce qui doit être durable. Nous allons réglementer certaines choses comme la densité, le taux d'octane maximum, etc. Et l'une des choses que nous faisons un peu différemment est qu'à l'heure actuelle, nous régulons la puissance des moteurs en réglant le flux de carburant. Le moteur actuel de la Formule 1 a une limite de débit de 100 kg par heure. Vous faites entrer ce carburant dans le moteur, puis vous ajoutez autant d'air que nécessaire pour le brûler. Avec ce nouveau carburant, Symonds s'attend même, du moins au début, à avoir des performances différentes nettes de motoriste en motoriste. Ah ouais, donc qui va dominer cette nouvelle ère du carburant, quoi? Ferrari, Honda, Porsche, Mercedes, Renault? Si nous gardons cela, et que nous avons peut-être des types de carburant légèrement différents, parce que le carburant est actuellement très similaire quel que soit le fabricant, nous pourrions constater que quelqu'un a obtenu un bon avantage de puissance avec l'un plutôt qu'avec l'autre. Donc ce que nous faisons en 2026, c'est que, plutôt que de réguler le flux lié à la masse, nous régulons le flux d'énergie. De la même manière, lorsque vous recevez votre facture de gaz à la fin du mois, ou votre facture d'électricité, vous payez effectivement pour les kilowattheures que vous avez utilisés. De la même manière, nous dirons, voici le nombre de kilowattheures mégajoules, le terme technique, que vous pouvez consommer en un temps donné. Nous devrions avoir une concurrence très ouverte quant à la façon dont vous produisez le combustible. Le risque serait de voir un motoriste dominer totalement la concurrence. Mais nous n'aurons pas la possibilité de voir un motoriste dominer totalement la compétition parce qu'il a un meilleur carburant. Nous voulons promouvoir la concurrence. Mais nous voulons aussi respecter le fait que nous voulons vous faire des courses et nous aimons les courses serrées. Oui, mais bon, le risque existe, du coup. Quoi qu'il en soit, la F1, pinacle du sport auto, peut-elle accepter de brider par trop ses performances pour des motifs écologiques? Symonds assume ce choix clairement. Nous mettons une limite à la densité énergétique parce que nous savons que c'est pertinent pour les voitures de série. Nous pourrions fabriquer un carburant fusée, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons essayer de faire progresser l'industrie pour qu'elle soit une véritable solution à la mobilité du futur, de sorte que la densité énergétique soit similaire. De nombreux carburants synthétiques ont une densité énergétique plus faible, et donc une puissance plus faible. Et à moins que vous ne fassiez passer beaucoup plus de carburant, l'éthanol par exemple, les carburants alcoolisés, éthanol, méthanol, etc., doivent être brûlés en plus grande quantité pour obtenir la même puissance. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place, car l'avantage de ce type de carburant est qu'il est assez bon marché, et dans notre futur carburant, nous aurons une quantité raisonnable d'éthanol, probablement jusqu'à 20%. Au final, Symonds s'assure, la performance du nouveau carburant ne sera pas inférieure à ce qu'on retrouve pour le moment chez Shell, Exxon ou Petronas. La performance du carburant total sera assez similaire à celle du carburant que nous avons actuellement. Ouais, bon, à voir, ça reste très vague tout ça pour l'instant, c'est un peu loin, 2026. Moi je me demande, est-ce qu'ils n'auraient pas dû tenter directement l'hydrogène, quitte à repousser de 1 ou 2 ans, voire 4 ans, allez, pour 2030, moteur hydrogène, bim. Peut-être pas moteur à batterie, parce que bon, ça serait réservé à la Formule 1, on va dire. Mais pourquoi pas la Formule 1 à batterie, et la Formule 1 à hydrogène. Moi, je dirais que ce serait pas idiot, franchement. Et ça serait toujours plus propre que ces carburants qui nous disent qu'ils seront durables, entre guillemets. Il y aura toujours des rejets de CO2. Bon, je sais que la création, l'idée, c'est qu'ils compensent les rejets de CO2 futurs de ce carburant en plantant des arbres ou je ne sais quoi avant, là, de le créer. Donc, bon... Sur le papier, oui, ils sont neutres en CO2, mais ils vont quand même rejeter des trucs dans l'air. Donc, ouais, bon, bref, je suis pas très chaud à cette idée-là. Après, voilà, ils ont fait ce choix-là. L'électrification de la F1, je pense que ça sera plutôt dans 10-15 ans, peut-être. Pas avant. Je vous laisse commenter. Vous en pensez quoi de ces carburants révolutionnaires, entre guillemets? Qu'attendez-vous de ces carburants? Ciao. Ah, Mazepin, il y avait longtemps. Il a choisi de porter plainte contre Haas en Suisse, là où sont reconnus les contrats des pilotes de F1. Donc il s'était plaint d'impayé de Haas, du coup. Ce dont je parle, c'est que les obligations contractuelles n'ont pas été remplies. Ma plainte personnelle est en cours. Nous avons déjà choisi la juridiction, c'est la Suisse.
C'est le lieu où le contrat a été signé. Les avocats ont rempli tous les documents et la demande a été déposée pour examen. S'il m'appelle pour témoigner, je participerai, mais je ne pense pas que ça se produira, ajoute Mazepin, dont le père Dimitri est propriétaire de la grande société russe d'engrais Uralkali. Ah oui, c'est une société d'engrais, d'accord. Je savais même pas ce que c'était en vrai. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est pas cool de pas avoir payé Mazepin. Mettez-vous à jour dans vos finances. Ah, c'est payez-lui ce que vous lui devez. Bon, il a déjà été viré comme un malpropre à cause de sa nationalité. Si vous pouviez quand même un petit peu le payer, ce serait pas mal. On verra donc ce que dit la justice suisse de tout ça, ma foi. Pensez-vous que Haas sera condamné à verser un salaire à Mazepin? Enfin, à lui verser ce qu'elle lui doit, on va dire. Allez, ciao. Horner explique pourquoi ils ont fait abandonner Pérez en Autriche. Il aurait terminé avec 2 tours de retard selon leurs prédictions. Malheureusement, nos résultats en matière de dépassement des Mercedes à l'extérieur du virage 4 n'ont pas été particulièrement brillants, a plaisanté Horner en référence à l'accrochage entre Lewis et Albon au même endroit en 2020. Mais oui, malheureusement, les dégâts étaient assez importants. Il y avait beaucoup de dégâts sur le plancher et à ce moment-là, il aurait probablement terminé avec peut-être même 2 tours de retard. Ça n'avait pas de sens d'ajouter du kilomètre inutile à la voiture. Ouais, je regardais ses chronos avant qu'il abandonne, le mec était en 1.15, 1.17, alors que les autres étaient en 1.11 quoi, 1.10 même. Ouais, je pense que les 2 tours c'est réaliste pour le coup. Horner pense tout de même que Pérez a eu raison de tenter cette attaque en dépit des risques. Je pense qu'il a fait une très bonne sortie du virage 3, les pilotes de course doivent se lancer évidemment. À l'extérieur du virage 4, vous comptez beaucoup sur le gars à l'intérieur qui doit jouer le jeu et vous donner de l'espace. Horner est heureux de la situation au championnat après cet incident coûteux, bien limité, par l'abandon de Sainz. Nous ne sommes qu'à la moitié du championnat et les choses changent beaucoup. Il y a encore un très long chemin à parcourir. C'est frustrant du point de vue des constructeurs et Ferrari a eu son propre problème. Donc en fait, je dirais que ce week-end était une sorte de limitation des dégâts. Nous avons réussi à obtenir la pole, la victoire au sprint et la 2e place. Max n'a perdu que 5 points par rapport à Charles chez les pilotes. Et les dégâts ont relativement été limités chez les constructeurs. Ah ouais, ils s'en sortent bien encore Red Bull, décidément. Alors en même temps, ils ont qu'à travailler sur la fiabilité, Ferrari aussi. Là, il y avait une belle occasion de reprendre des points à Red Bull. Ils l'ont encore loupé, quoi. Bravo la Scuderia. Ah là là. Rendez-vous, donc, le week-end prochain, dans un peu plus d'une semaine, pour le Grand Prix de France. Allez, on verra ce que ça donne, ciao. Après McLaren, l'Arabie Saoudite investit massivement dans Aston Martin. Les parts de Stroll diminuent. Ok, Aramco donc. En grande délicatesse depuis la crise Covid, et même auparavant, Aston Martin a trouvé de nouvelles ressources. L'entreprise dont Lawrence Stroll est copropriétaire n'est pas allé chercher bien loin pour trouver son nouvel actionnaire. Il s'agit d'un fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite. Ce fonds souverain, le plus grand au monde, possède déjà Aramco, sponsor titre de l'équipe, et partenaire de la F1. Le fonds saoudien avait aussi pris des parts l'an dernier dans le McLaren Group. Il dispose par ailleurs de très nombreuses participations dans des entreprises comme Boeing, Total, Disney, etc. 653 millions de livres seront levés au total. Mercedes participera d'ailleurs en partie à l'opération. Mais ce sont bien les investisseurs du Royaume-Bois 8 qui disposeront le plus de parts nouvelles, avec en leur possession 17% d'actions désormais du capital total d'Aston Martin. C'est seulement 1,3% de moins que les parts totales du consortium de Lawrence Stroll. Mercedes possède presque 10%. Ainsi, les parts de Lawrence Stroll dans Aston Martin se diluent. Faut-il y voir un signe de désengagement dans le projet du Canadien, alors que l'équipe F1 connaît des résultats catastrophiques cette année? Et si l'Arabie Saoudite s'offrait une équipe de F1 prochainement? C'est encore bien spéculatif. Stroll a confirmé cependant son engagement à long terme avec la marque, y compris avec l'équipe de F1. Ouais, j'ai tellement pas envie de lire son communiqué à lui en fait, mais tellement la flemme là. Ouais, bon bref, si Stroll pouvait quitter le navire, par contre, si c'est pour que l'Arabie Saoudite le remplace, moi je suis pas très chaud non plus, pour le coup. Mais bon, à voir. L'Arabie Saoudite, les rois du pétrole, donc ça va pas plaire à Vettel tout ça encore. Va-t-il quitter l'écurie du coup, Sébastien? Ciao. Rosberg ne pense pas que Mick Schumacher soit prêt à rejoindre un top team, il a encore besoin de temps avec Haas. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Alors Nico a déclaré, Mick a eu quelques semaines difficiles, et nous sommes tous heureux qu'il ait maintenant montré de beaux progrès. Quand j'ouvre les journaux ces jours-ci, je ne lis aucune critique à son encontre. La façon dont tout change si rapidement est la chose la plus folle de notre sport. Il n'avait besoin que d'une course et d'un duel sympa en piste avec Verstappen, et tout est à nouveau oublié. Psychologiquement, c'est vraiment précieux pour lui, car il se trouve maintenant dans une spirale mentale positive, qu'il aura avec lui jusqu'aux prochaines courses. Cependant, alors que les chances de Mick de conclure un nouvel accord avec Haas semblent avoir augmenté, Gunther a déclaré qu'il n'y penserait pas avant la pause estivale. Rosberg a repoussé quant à lui l'idée que Schumacher soit prêt à monter d'un cran en termes d'équipe. Je ne vois pas s'ils arrivaient dans les points de cette façon, il a encore besoin de temps dans son développement. Les courses passées l'ont montré, et il devrait prendre son temps avant de cibler une équipe de haut niveau.
Nous l'avons vu avec George Russell qui a piloté pour Williams pendant 3 ans et était ensuite prêt à passer chez Mercedes. Il n'est pas nécessaire de précipiter les choses. Très bien. Eh bien écoutez, affaire à suivre. Mick, ouais, pour l'instant il fait du bon boulot. Il a mal commencé la saison, on peut le dire, mais il a bien redressé le tir pour l'instant, en espérant que ça continue comme ça pour la deuxième partie de saison. Allez, ciao ciao. Alors reparlons un peu du marsouinage. La F1 annonce des changements pour 2023, entre limitation de l'oscillation et réduction de la flexibilité. Alors, on est d'accord que vous laissez quand même les trucs à Spa, là, hein. Ils vont pas nous reporter ça 2023, quand même. Donc ils ont établi une liste de changements pour 2023 dans le but de lutter contre le marsouinage et l'oscillation des monoplaces. Plusieurs décisions techniques ont été prises et concernent les mouvements verticaux des voitures, ainsi que la rigidité du plancher. Après des discussions avec les équipes, notamment autour du comité technique de la FIA, la F1 a décidé de s'en tenir à 4 mesures plutôt légères. En faisant ça, la Formule 1 évite aux équipes de devoir trop augmenter leurs dépenses en recherche et développement. Les bords du plancher seront relevés de 25 mm, tandis que des tests plus stricts pour la fiabilité du plancher seront effectués. Des sillons sous le plancher seront rehaussés pour limiter l'effet de succion sur la piste, et un nouveau capteur permettra de mieux quantifier l'oscillation aérodynamique. Le marsouinage est moins présent depuis plusieurs courses, après avoir atteint son apogée à Bakou, mais la FIA préfère agir pour éviter de le voir revenir plus tard, alors que la directive technique pour les fins 2022 entrera en vigueur à partir du Grand Prix de Belgique. La fédération promet aussi une confirmation rapide des décisions 2023. Ces mesures seront soumises au Conseil mondial du sport auto pour examen et approbation sous peu, car il est vital pour les équipes de F1 de disposer d'une réglementation claire pour concevoir les prochaines voitures. Et oui, bien évidemment. Ok, bon bah ça va dans le bon sens, ça va peut-être resserrer les perfs en tête de course aussi. Ça pourrait se rapprocher à Mercedes et peut-être Alpine et McLaren aussi. À voir, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Bon bah la décision est très vite tombée. Hier, on se demandait si Tesla pouvait vendre des modèles de pré-série avec une petite ristourne. Eh bien, il semblerait que ce soit le cas, puisque le bureau d'État de Brandenburg pour l'environnement a accordé l'autorisation à Tesla de faire ça. Donc, comme le rapporte le média allemand RBB24, Tesla a également justifié la vente de modèles Y par un argument juridique. Il a fait valoir que depuis qu'il a obtenu l'approbation finale en mars, toutes les autres approbations partielles sont devenues sans objet, ce qui signifie que toutes les restrictions qu'elles contiennent ne s'appliquent plus. La LFU soutient la décision de Tesla de vendre le modèle Y de première production de Giga Berlin, comme l'explique l'un de ses cadres, Thomas Frey. Tesla est libre de traiter les carrosseries qui ont été créées pendant la période de test de capacité opérationnelle et de les vendre si elles sont commercialisables, évidemment. Donc voilà. Alors, à voir hein, s'ils vont faire une petite ristourne ou pas, ou s'ils vont les vendre plein tarif. Je sais pas. On faudra checker régulièrement le site Tesla des véhicules en stock modèle Y. D'ailleurs, je vois qu'il y en a d'occasion là. C'est 80 000 € presque. Mais pardon, il n'y a même pas le FSD en plus. Si c'est ça, si c'est à ce prix-là qu'ils les vendent, en plus c'est un modèle 2021 ça. Non mais là on marche sur la tête, hein, vraiment. Hein. Quelle blague. Bon allez, je vous laisse commenter, ciao. Les gouvernements belges soutiennent la F1 à Spa-Francorchamps. Une décision imminente à venir. Le sport se développe tellement qu'il y a beaucoup de nouveaux endroits qui, je suppose, paient beaucoup d'argent donc pour faire partie de la F1, reconnaît Carlos Sainz. Je comprends que la France ou Spa ne peuvent pas se permettre d'être au calendrier tous les ans, mais j'espère qu'au moins nous pourrons y aller tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Le gouvernement local wallon ainsi que le gouvernement fédéral belge ont maintenant écrit une lettre conjointe de soutien à Spa-Francorchamps à la Formule 1. En plus de ça, le ministre de l'économie, Willy Borsus, a déclaré qu'une réunion entre le gouvernement, le circuit et les responsables de la F1 avait eu lieu plus tôt cette semaine. Il s'est dit personnellement impliqué dans l'effort, tout comme le ministre, président wallon, Elio Di Rupo, et le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Une décision sur le sort du Grand Prix de Belgique serait imminente, Borsus insistant sur le fait que Spa a encore de l'avenir en F1. Ouais, carrément, moi ça me ferait chier qu'il soit annulé ce Grand Prix, franchement. Mais comme dit Carlos, tous les 2 ans encore, ça pourrait être acceptable. Par contre, tous les 3 ans, non, c'est vraiment trop. Hein. Une fois tous les 3 ans, faut pas déconner non plus. On verra ce qu'il en est. Donc, c'est vrai qu'on a déjà loupé le Grand Prix de Belgique en 2006, il y a eu des travaux, c'était pas un drame, après il est revenu. J'ai envie de dire, si on le loupe 1 an, mais après il revient à temps complet, encore ça irait. Mais je crois pas que ce soit le cas. Hein. Ce que la F1 veut, c'est vraiment des circuits riches, qui payent un prix fort, ce que Spa ne peut pas faire. Donc bon, affaire à suivre, on aura la réponse bientôt, je pense. Ciao. Sainz, je suis prêt à renoncer à mes intérêts pour Ferrari. Ah, incroyable. Un pas en avant de Carlos.
C'est pas facile pour moi, la priorité est toujours l'équipe, et je pense que j'ai montré très clairement, lorsqu'on m'a dit de laisser passer Charles, que je suis prêt à renoncer à mes propres intérêts pour ceux de l'équipe. Il est vrai qu'à certains moments de la course, je pense que dans l'esprit du pilote, tout est sous contrôle. Et vous savez que l'équipe doit parfois vous faire confiance dans certaines décisions que vous prenez. Je pense que ça montre que nous avons une excellente relation entre les deux parties, y compris Charles. Vous savez, nous entendons très bien. Et cela a été une force pour nous au cours des 2 dernières années. Sainz espère que Ferrari ne désignera pas Leclerc comme un leader prochainement, car il termine mieux ses saisons qu'il ne les commence. On verra à la fin de l'année, je pense que c'est encore tôt. C'est encore tôt quand j'ai terminé deuxième à Bahreïn, et que tout le monde a dit que ça allait être une promenade de santé pour Ferrari. Je l'ai dit quand j'étais au plus bas à Barcelone après mon tête à queue en course, et j'ai dit que c'était encore trop tôt. Je comprends les gens qui disent ça parce que ça n'a pas été un début des saisons des plus faciles. Ouais, il a fait beaucoup de conneries, hein, Carlos aussi quand même. Il a perdu des points bêtement aussi, lui. Hein. Mais si vous regardez de près mes 4 ou 5 dernières saisons en F1, j'ai toujours atteint mon apogée en deuxième moitié de saison. J'ai toujours fait une très bonne deuxième moitié de saison, donc attendons de voir. Ouais, mais là c'est un peu tard. T'as vu tout le retard que t'as, Carlos? Au championnat, t'as plus de 70 points de retard, attends. On est à la mi-saison quand même, hein. Là ça fait beaucoup, hein. Il a 3 victoires de retard sur Verstappen, hein. À peu près. C'est juste colossal, quoi. Allez, je vous laisse réagir. Ciao. Alors, les limites de piste pourraient poser plus de problèmes aux pilotes et aux directeurs d'écurie, donc en France, parce que bah du coup là-bas c'est la porte ouverte à tout, hein, à tous les excès. Il n'y a aucun gravier, donc comme ça au moins c'est réglé. Horner craint que le débat sur les limites de piste déjà très vif du côté de l'Autriche soit encore plus intense au Grand Prix de France. Le circuit Paul Ricard ne possède que des bords de piste goudronnés, certes plus abrasifs, et le directeur de Red Bull s'inquiète de pénalités trop nombreuses. Je pense que le problème est que la nature du circuit invite le pilote à utiliser les limites de piste. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont enfreint ça pendant le week-end en Autriche. Je pense que ma préoccupation n'est pas ici. Je pense que le Paul Ricard sera un plus gros problème dans la mesure où il y a un véritable gain de temps possible. Et évidemment, il y a des hectares d'asphalte là-bas. Donc ça vous invite jusqu'à rouler hors piste. Eh ben oui, c'est le vrai problème de ce circuit d'ailleurs. Pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop. Mick Schumacher rejoint Horner. C'est quelque chose à discuter pour voir si nous pouvons améliorer les prochains événements, parce que je pense que pour le Ricard en particulier, ce sera une grande préoccupation. Ça semble un peu stupide d'avoir une pénalité de 5 secondes pour avoir dépassé la piste d'un centimètre. Et la plupart du temps, quand vous sortez, vous ne gagnez pas de temps. C'est ce qui est pire. Alors, attention, hein, c'est pas, tu te prends pas une pénalité de 5 secondes dès ta première sortie de piste. C'est au bout de 3 quand même. Hein. Donc voilà, il y a quand même des avertissements avant. D'ailleurs, non, c'est pas au bout de 3, c'est la 4ème, je crois. 3 avertissements, plus, et le 4ème, bah, c'est la pénalité de 5 secondes. En gros, c'est ça. Donc en France, oui, il risque d'y en avoir aussi. En Hongrie, ça devrait aller par contre. Allez, ciao ciao. Alors, Norris ne trouve pas le sprint F1 très excitant. Un manque de stratégie variée dans la course du samedi, selon lui. Bah, ouais, c'est ça, il n'y a pas d'arrêt obligatoire de toute façon, donc les pilotes peuvent attaquer de bout en bout, en fait. En général, ils ont été bons pour nous chez McLaren, nous avons toujours progressé. Je ne dirais pas qu'ils sont les plus excitants parce qu'ils arrivent à une période où l'on peut presque attaquer à fond tout le temps, donc il n'y a pas autant de dégradation de pneus pour que beaucoup de choses se passent. Norris déplore que le sprint ne favorise que très peu les évos de la hiérarchie par rapport au qualif. Lorsque vous poussez à fond, c'est plus difficile de faire quelque chose de différent des voitures qui vous précèdent. Surtout quand en qualif, vous êtes séparé par un dixième, vous ne serez pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais évidemment, les seules personnes que vous pouvez dépasser sont celles qui ne sont pas en position. Ouais, bah écoutez, alors on rappelle, hein, le sprint fait un tiers de la course réelle, est-ce qu'à la limite il faudrait pas augmenter un peu la durée de celle-ci pour avoir des arrêts au stand, au moins un arrêt quoi. Mais ça serait plus vraiment un sprint du coup. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes assez nombreux à ne pas aimer non plus ce format, donc je sais pas trop ce que la F1 va décider avec ce sprint. Normalement, il est censé en avoir 6 l'année prochaine, mais ça reste à confirmer, ça se trouve, ça sera encore 3. Bon, affaire à suivre, comme on dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Vettel, ce serait une erreur que la F1 n'aille plus à Spa. Je ne connais aucun pilote qui n'aime pas le Grand Prix de Belgique. Clairement, il a raison. Alors, il a déclaré, Sébastien, Spa est un grand circuit, je ne connais aucun pilote qui n'aime pas Spa. D'un autre côté, je connais des pilotes qui n'aiment pas les circuits en Russie, par exemple. Pas parce que c'est la Russie, mais parce que les circuits sont tous similaires. Vettel avoue que si les pilotes devaient voter pour les circuits qu'ils veulent voir au calendrier, il donnerait sa voix à Spa. Je n'ai pas mon mot à dire ici, mais Spa aurait mon vote. Ce serait une erreur à bien des égards de perdre le circuit. Mais ils ont qu'à faire ça, la F1. Ils ont qu'à faire un vote. Ils pourraient même lancer un vote des pilotes et un vote des spectateurs, des téléspectateurs. Ils font un site, ils font un grand sondage. Tout le monde peut voter, je sais pas, pour son top 20 de circuit ou son top 10, peu importe. Et voilà, comme ça ils pourraient voir ce que les fans veulent, mais j'ai l'impression que la F1, en fait, ils s'en foutent de ce que les fans veulent. Eux, ils veulent du pognon. Et ça, c'est le problème. Hein. Donc voilà, écoutez, croise les doigts pour Spa, mais ça pue un peu quand même. Hein. Je vous laisse commenter, ciao.
Alpine va dépasser les 900 employés pour rivaliser avec les grandes équipes. Ah bah et donc. Donc c'est Otmar Software qui a déclaré ça, nous sommes engagés à nous expandre et à investir. Nous voulons recruter 75 personnes supplémentaires. Nous sommes environ 850 pour le moment. Nous devons le faire à la même taille que les grandes équipes si nous voulons rivaliser avec elles. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter de nouvelles personnes. Elles devront avoir la bonne culture et l'esprit de la course. Ce que nous recherchons en ce moment. Nous avons eu beaucoup de succès avec le recrutement, ainsi que dans l'expansion du site. Les travaux ont récemment été approuvés et devraient commencer très bientôt. Avec donc potentiellement 925 personnes impliquées, Alpine présentera un effectif proche de celui de Mercedes, et ses 950 employés. Mais Safnauer le répète, les nouvelles recrues auront pour but de compléter une équipe qui possède déjà beaucoup de savoir-faire, mais dont le potentiel général n'est pas encore exploité à 100%. Il y a de grandes forces ici, une manœuvre très compétente. Nous avons notre propre soufflerie, son client. C'est une super infrastructure. Il y a certains domaines ou d'autres équipes dans lesquelles j'ai travaillé sont meilleures. Elles ont plus de connaissances dans ces domaines-là, nous devons simplement ajouter des personnes ayant ces connaissances. C'est ce que nous recherchons en ce moment. Très bien, eh bien l'expansion d'Alpine, c'est parti, peut-être. L-Plan va se réaliser à court terme pour Fernando. Non, je pense pas. Malheureusement, ça sera trop tard. Fernando, il va partir à la retraite. Allez, je vous laisse commenter, ciao.